mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Il y a plus de 20 ans maintenant qu'a disparu le sociologue Pierre Bourdieu. Son œuvre reste très importante dans le domaine des sciences sociales et même dominante à de nombreux égards dans la sociologie contemporaine. Il reste l'un des auteurs les plus cités au monde. Mais le nom de Pierre Bourdieu, en même temps, reste emblématique des luttes sociales, de la résistance à la montée du néolibéralisme en France depuis la fin des années 90 en particulier. En décembre 1995, beaucoup s'en souviennent, Pierre Bourdieu est descendu avec fracas dans l'arène politique en apportant son soutien aux grévistes du grand mouvement, c'était le plus grand mouvement depuis 1968, au grand mouvement social contre la réforme néolibérale des retraites et de la sécurité sociale déjà, qui était promue par Alain Juppé et son gouvernement. Cette prise de position avait été d'autant plus retentissante que le prestige intellectuel et institutionnel de Bourdieu, professeur au Collège de France, était immense et qu'un grand nombre d'intellectuels supposés de gauche qui tenaient le haut du pavé en France jusque-là, issus notamment de la CFDT, du rocardisme, de la seconde gauche, comme on disait, avaient soutenu cette réforme Juppé et marqué ainsi leur ralliement au néolibéralisme. On a peut-être un petit peu oublié la violente hostilité dont Pierre Bourdieu a fait l'objet dès lors dans les milieux intellectuels et médiatiques français, y compris ceux rattachés à la gauche, je pense par exemple au traitement très spécial dont il a fait l'objet à partir de là dans des organes de presse censés être à gauche comme Libération, comme le Nouvel Obs, comme Télérama ou encore à Arrêt sur Image. Je reçois aujourd'hui, pour ce numéro dont s'autorise à penser, Gérard Mauger. Bonjour. Bonjour Gérard Mauger, sociologue, auteur récemment avec Pierre Bourdieu, c'est le titre du livre, Un parcours sociologique. Vous êtes, Gérard Mauger, donc sociologue vous aussi, spécialiste notamment des jeunes, sociologue de la jeunesse, sociologue de la délinquance, sociologue beaucoup des milieux populaires. Vous avez fait il n'y a pas longtemps pour nous un autre entretien avec Willy Pelletier sur le vote populaire pour le RN. Et vous avez non seulement été nourri dans votre travail de sociologue, c'est l'objet du livre, par l'œuvre de Bourdieu, sur laquelle vous revenez point par point, en mettant en avant un certain nombre de concepts, en les discutant. Alors que Bourdieu était plutôt spécialiste d'ailleurs des classes dominantes au départ. Mais en plus, vous avez personnellement et pendant très longtemps travaillé avec Bourdieu. Vous l'avez côtoyé. Peut-être qu'on peut commencer par là, puisque vous avez été au fond l'un de ses proches, au moins au plan professionnel. Oui, c'est vrai, même si en fait je l'ai connu fort tard par rapport à d'autres qui l'ont connu bien avant moi. Enfin bon, qui commencent à disparaître parce que voilà, les générations passent. Mais enfin bon, je l'ai connu tard parce que, comment dire, le chemin intellectuel, les rails intellectuels sur lesquels je m'étais trouvé placé en quelque sorte, qui étaient ceux de ma génération d'ailleurs, marxiste, version althussérienne, freudo-marxiste, accessoirement, étaient ceux sur lesquels je me trouvais. Bon, de façon un peu fortuite, mais enfin c'était comme ça, et on fait que je n'ai pris connaissance du travail de Bourdieu que tardivement, avec la distinction en fait. Et je l'ai connu lui personnellement peu après. Je vous raconte un peu plus précisément peut-être parce que je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu, voilà, qui est très significative pour moi en tout cas des rapports que j'ai bien pu avoir avec lui. Je venais de finir une enquête sur les jeunes des classes populaires, justement sur les jeunes ouvriers. Voilà, j'avais fini même de rédiger un manuscrit et j'avais signé un contrat aux éditions ouvrières qui attendaient mon manuscrit. Et puis, lisant la distinction, fasciné par, faut bien dire, par la distinction de tas de façons, intellectuelle d'abord sans doute, mais enfin aussi politique. Je trouvais ça très troublant, très révélateur de tas de choses que je croyais penser confusément, mais qui disaient clairement. Enfin bon, bref, c'est une espèce de révélation intellectuelle, on peut le dire, quoi. Je crois en tout cas pour moi comme pour d'autres, cette lecture de la distinction. Donc, dans ce manuscrit, voilà, j'essayais d'utiliser ces concepts que je découvrais, habitus, machin, des choses comme ça, sources pratiques, violence symbolique, des choses comme ça, qui me semblaient extrêmement intéressants et en même temps qui provoquaient chez moi certaines résistances, qui était celle du militant que j'avais été depuis les 10 années précédentes. Donc voilà, je discutais
J'essayais de discuter avec, sur la base de mon enquête sur les jeunes ouvriers, ces histoires de goût de nécessité, résistance néanmoins, mais alors comment, d'où, etc. Bon, reproduction, voilà. Donc c'était déterminisme social au fond. Voilà, voilà. Est-ce qu'on est déterminé fatalement? Voilà, cette espèce de fatalisme qui se pouvait sembler peser sur une certaine vision du monde social, un peu sinistre parfois ou sombre en tout cas. Ouais. Bon, voilà. Donc je ressentais tout ça. Et j'essayais d'en discuter, voilà, avec ce que j'avais, avec le matériel que je venais de récolter sur les jeunes ouvriers. J'ai un peu du mal, quoi, bon, à me faire à cette nouvelle façon de penser, même si je la trouvais fascinante, comme je viens de le dire. Parce que donc c'était ce déterminisme qui ressortait de la lecture de la distinction. En tout cas, c'était un aspect qui pouvait ressortir. C'était un aspect qui choquait le militant que j'étais, quoi. On se disait, bon, d'où pourrait bien venir voilà, quelque chose comme une rupture, une révolte. Comment est-ce qu'on peut s'en tirer, quoi? Comment est-ce qu'on peut s'en tirer? Et au fond, de ça? Comment sortir de ce cycle de la reproduction, etc. C'est une question qui a toujours été posée à Bourdieu, au fond. Oui, bien sûr. Quelque chose qui a toujours été reproché. Moi aussi, je l'ai toujours eu. Elle est toujours présente dans ce livre, voilà, rédigé pas mal d'années après, 40 ans plus tard. Elle est toujours présente, au fond. C'est peut-être un peu la même question, mais bon, peut-être de façon un peu plus savante ou mieux informée qu'en ce temps-là. Alors, je me souviens, donc voilà, j'avais ce manuscrit, et puis avant de l'envoyer à l'éditeur, j'avais le contrat, c'est les éditions ouvrières qui ont disparu depuis, je me souviens, et donc je l'envoie à Bourdieu. Je me dis, voilà, c'est un peu bouteille à la mer, on vient voir, quoi. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Je lui dis, voilà, je viens de faire cette enquête, d'écrire ce manuscrit. J'aimerais bien savoir si vous pouviez me dire ce que vous en pensez, je serais vraiment ravi. C'était en quelle année, ça? C'était à quel moment? 80, je crois. Ouais. 80, oui, juste après la distinction. Je venais de lire la distinction. Oui, c'est 80. Bon, alors, je lui envoie ce machin en pensant, bon, pas sûr qu'il me réponde, mais enfin, il me répond. Il me convoque un matin dans son bureau à la Maison des sciences de l'homme, je m'en souviens très bien. Et donc, un peu contre toute attente, voilà, il me reçoit, il m'a reçu toute la matinée, une matinée entière, où je me suis fait engueuler d'ailleurs beaucoup, en substance, parce que je m'en souviens. C'est-à-dire qu'il avait des... Il me disait en gros, écoutez, votre enquête, c'est vraiment intéressant. Vous avez fait une belle enquête, vraiment intéressante. Mais bon, les pinailleries sur l'habitude, bon... Laissez ça, quoi. Laissez ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc bon, c'était l'usage même des concepts que lui, pourtant, mettait en avant, qui trouvait pas pertinent. Non, pas assez pertinent. Bon, c'est pas très intéressant. Tout ça n'était pas très intéressant. Voilà, donc il trouvait l'enquête intéressante. Et voilà, les conclusions théoriques ou les pistes théoriques que j'essayais d'indiquer, bon, malvenues. Et pourtant, vous en êtes arrivé à faire partie de son équipe, au bout d'un moment. Voilà, alors bon... Je me souviens de cette matinée passée avec lui où j'étais à la fois, très content qu'il ait bien voulu m'écouter, me lire, bon, et penser quelque chose, et me dire ce qu'il pensait de tout ça. En même temps, évidemment, un peu secoué, parce que voilà, quoi, bon, je me disais, ouais, bon, ça ne doit pas être encore au point mon affaire, quoi. J'étais suffisamment secoué pour n'avoir jamais publié ce livre. J'ai dit aux éditions ouvrières que donc je renonçais à publier ce manuscrit, que bon, voilà. C'était pas mieux, c'est pas prêt. Bon, voilà. Donc ce truc, je sais pas, il est passé, ce manuscrit il a disparu. Je serais curieux de le relire. Ça m'amuserait bien de le retrouver. Je sais pas ce que vous en avez foutu. Bon, voilà. Enfin bref. C'était que le début de votre relation avec lui. Donc. Ah, c'était le début. Une longue relation. Voilà, c'est le début d'une relation qui s'est poursuivie jusqu'à sa mort, quoi, et de façon de plus en plus serrée. Voilà, pendant une vingtaine d'années, voilà, et qui s'est resserrée au fil du temps. Elle s'est resserrée de façon intellectuellement, d'une part. Alors oui, après ce manuscrit raté, je me suis dit, bon, je vais prendre un bout, les loupards, je me rappelle, et je vais écrire un truc non pas sur l'ensemble de mon enquête, qui était qui avait des tas de profils assez différents, hein, parmi ces jeunes ouvriers, ils sont pas tous identiques, hein. Bon, donc j'ai pris celle qui était peut-être la plus saillante, la plus visible, et dont on parlait dans les médias à cette époque-là, machin. Je me suis dit, tiens, voilà, je peux essayer de faire un truc sur eux particuliers, et tenter de cerner ce qui était caractéristique de leur pratique, de leur manière d'être, ce que j'ai appelé un habitus agonistique. Voilà. C'est-à-dire porté sur le combat, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Agone. Voilà, le agone. Hein, la lutte. La lutte. Hein, c'est la force de combat, la force physique comme force de combat avant de devenir force de travail, quoi, ou simultanément. Ouais. Voilà, c'était ça le thème de cet article. Je l'envoie, c'est à peu près un an plus tard, je l'envoie à Bourdieu de nouveau en lui disant, voilà, j'ai travaillé, je fais un article, je le propose pour acte, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, machin. Les actes de la recherche sociale, hein, c'est la revue que Bourdieu avait fondée. La revue que Bourdieu avait fondée. Et qui existe toujours, d'ailleurs. Qui existe toujours.
Voilà. Et donc là, miracle, il me l'a pris sans changer un mot. Voilà, sans changer une ligne. Je suis très content, je me suis dit, ça y est, j'ai compris. J'ai dû comprendre grosso modo comment ça marche ou comment utiliser cette boîte à outils conceptuelle. Au fond, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai dû faire des progrès, j'ai compris comment ça marche, quoi. Bon, voilà. Je n'avais pas le sentiment de renier en quoi que ce soit ce que moi je pensais, hein, mais de dire, voilà, avec un lexique nouveau, avec des schèmes de pensée nouveaux, pour moi, en tout cas, bon, voilà, dans un cas particulier, sur un cas précis d'un ensemble d'enquêtes, bon. Donc, j'étais content, j'ai fait des progrès, j'ai progressé. Donc, voilà, il y a d'une part ça, il y a l'aspect, comment dire, apprendre à utiliser une boîte à outils intellectuelle. Voilà, c'est ce que j'ai appris auprès de lui, alors qu'il m'a appris aussi, peut-être je pourrais dire autre chose. Voilà, c'était parce que ça m'a fasciné beaucoup. À cette époque-là, après m'être fait engueuler, là, il m'a dit, venez donc à mon séminaire de doctorant, qui est un séminaire où il y avait 5-6 personnes, pas plus, c'est presque pratiquement personne. C'était au Collège de France déjà? C'était à la maison, c'était à la maison des sciences de l'homme au boulevard Raspail. Donc l'école des études encore. Oui, voilà. Alors lui, à cette époque-là, oui, c'est à l'époque où il va entrer au collège. Hein. C'est en 81, je crois. 81, je crois, il entre au collège. Hein. Bon, oui, c'est juste avant, quoi. C'est à cette époque-là où il a un certain nombre de doctorants. Et donc, je me suis dit, ça, c'est bien, ça m'intéresse. Je suis allé. Bon. Et là, j'avais été aussi vraiment fasciné par ce bonhomme. C'est vrai. C'était vraiment impressionnant, intellectuellement impressionnant. Alors, c'était un séminaire très particulier. À ces doctorants, il me disait, faites un exposé en 3 minutes. Ou 5 minutes, pas plus, quoi. D'accord. Ouais, il était déjà pour le pitch. Voilà. Très, très court. Hein. D'accord. Voilà. Et après, il pexait sur ça. Et honnêtement, il était vraiment assez fascinant, quoi. C'est-à-dire sa capacité, sur la base d'une information minime, à ce qu'on appelle en langage technique, construire un objet sociologique, c'est-à-dire finalement à poser la question autrement qu'elle ne se pose dans le sens commun, quoi, bon, ou dans les médias, bon, retourner une question et en faire une question théorique avec des enjeux sociologiques réels. Quel virtuose, quoi, quand même. J'ai été très admiratif. J'ai beaucoup appris, là. Honnêtement, j'ai beaucoup appris de voir comment il pensait, quoi. Vous voyez, c'est de voir la mécanique Bourdieu en marche, quoi. Cette espèce d'habitude sociologique, on pourrait dire. Vous voyez, cette façon de poser les problèmes, de retourner les questions, de les poser autrement, de déplacer l'angle. Voilà. C'est vrai que c'était un virtuose, il faut bien le dire. Il partait souvent, en fait, de l'exposé de deux positions opposées possibles, de leur tenant et aboutissant, pour déplacer ensuite et sortir, déplacer la question et sortir d'une alternative binaire stérile. C'était effectivement un schème qui pratiquait beaucoup, hein, qui était deux points de vue opposés sur la même chose. Et après, vous voyez, après cet exposé, en sortir une troisième façon de voir les choses, quoi, vous voyez, qui tiennent compte des deux autres, vous voyez, mais qui la dépasse en quelque sorte. Voilà, c'était un de ces schèmes, effectivement, de pensée usuel, ordinaire, quoi, qu'il utilisait souvent, et bon, qui marchait très bien. L'autre aspect étant la réflexivité, c'est-à-dire d'où je me pose ce genre de questions. Voilà. Qui suis-je et depuis quelle position est-ce qu'on peut poser ce genre de questions? En quoi mes déterminismes à moi en quoi mes déterminismes à moi, voilà, pèse très fortement sur ma façon de voir. Donc essayer, vous voyez, de faire abstraction des effets de sa position pour penser ce qu'on observe évidemment depuis une position. Mais vous voyez, pour accéder à cette espèce de métaposition, la position du savant en quelque sorte, hein, qui voit les choses de nulle part, ou de ce point de vue spécifique très particulier, qui est le point de vue de Dieu, de l'État ou de la science, comme on voudra, cette espèce de méta-point de vue qui était celui auquel il s'efforçait d'accéder et auquel il montrait que c'était faisable, quoi. Bon, voilà. Il montrait pratiquement que c'était faisable sur des sujets extrêmement divers, n'importe quoi, et il était vraiment très impressionnant. Voilà, c'était peut-être l'autre chose que je voulais évoquer à ce propos. Peut-être j'en aurai une troisième. J'y pensais en voyant cette photo. La photo qui est sur cette couverture, c'est pas moi qui l'ai choisie. Je trouve qu'elle est très belle et qu'elle lui ressemble beaucoup. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a à la fois, c'était l'œil droit extrêmement attentif, bienveillant, et l'œil gauche un peu amusé. Voilà, toujours un peu amusé. Et c'était cette espèce ça résume assez bien, je crois, son attitude ordinaire par rapport au monde et aux gens. C'était à la fois beaucoup de bienveillance et beaucoup d'attention. Il faisait très attention à ce que les gens disaient, écoutaient, quoi. Il n'écoutait pas d'une oreille comme ça ou de loin. Il était très attentif et
bon, il était toujours prêt à en penser quelque chose, quoi. Ouais. Il y avait de la distance. Avec la distance, hein, toujours un peu humoristique, un peu drôle, quoi. On s'amusait bien avec Bourdieu aussi, il faut dire ça. Voilà, c'était pas du genre, vous voyez, mandarin emmerdant. Hein. C'était un type très sympa aussi, voilà, dans ses relations ordinaires. Et on s'amusait bien, oui, parce qu'on c'était la joie de comprendre, quoi. Vous voyez, la libido siendi, quoi. Bon, voilà, il y a un plaisir particulier à faire ce métier, voilà. La pulsion. Voilà, qui est cette espèce de comment dire, d'intérêt particulier pour le monde social qui vise à tenter de le comprendre, quoi, à en percer les secrets ou à pas se laisser prendre ou à pas se raconter des histoires. Voilà, qui était une manière particulière d'être qui fait ce regard un peu amusé, quoi, sur le monde social, hein, même si c'est pas toujours marrant. Ces deux aspects-là que vous évoquiez, à savoir d'un côté maîtriser les deux postures possibles, un binaire qui s'oppose, hein, mettons Marx et Tocqueville, typiquement, par exemple, à l'époque, hein, qu'on met au regard, montrer qu'en fait c'est une binarité artificielle, scolaire au fond, hein, trop facile, et proposer finalement des voies tierces, hein, des voies différentes de compréhension, ça d'une part. Puis d'autre part, la réflexivité dont vous parlez, c'est-à-dire toujours se demander d'où on parle et remettre en question, déconstruire finalement, en identifiant ses propres déterminismes à soi, déconstruire ce que le point de vue que l'on a peut avoir, en fait, d'intéresser de manière inconsciente ou de distordant, disons. Ces deux choses-là, c'est ce que lui reprochait aux intellectuels de ne pas faire, le plus souvent, aux universitaires. Et ce reproche qu'il leur faisait de façon si puissante lui a valu une haine absolument terrible. Oui. De la part des intellectuels. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il avait tout pour se faire détester, quoi. Ça, c'est vrai, quoi. Il les déstabilisait fondamentalement. Il remettait en question. Oui, il déstabilisait leur autorité en général. L'autorité, oui, voilà, des uns et des autres. Voilà. Donc, voilà, il avait effectivement, c'était comment dire, un style intellectuel qui avait tout pour avoir tout le monde contre lui, quoi. Vous voyez, c'est quand il commence à construire son système théorique sur le champ habitus capital. Bon, c'est cette façon de se définir contre Sartre et tout ce que ça veut dire, hein, l'espèce de philosophie subjectiviste, humaniste, machin, etc. Mais aussi contre Lévi-Strauss, contre Foucault, contre le structuralisme avec des agents agis par des fils, machin, etc. Il est contre tout le monde. De fait, vous voyez, il se retrouve contre tout le monde, quoi. Bon, donc, vous voyez, c'est pas une position particulièrement confortable, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Mais il avait le chic pour inventer justement la position la plus inconfortable possible. Bon, c'était vraiment le plaisir d'être dans une position inconfortable. Mais c'est parce qu'il lui semblait que c'était une voie pour tenter de comprendre quelque chose au monde social tel qu'il est, voilà, en empruntant aux uns et aux autres d'ailleurs, hein, sans mettre à la poubelle tout ça, non, c'est emprunter ce qu'il y a d'intéressant, voilà, ce qui peut être utile pour comprendre quelque chose. Mais voilà, et conjuguer des points de vue qui sont d'habitude irréconciliables, qui se définissent volontiers comme irréconciliables. Alors il montrait que non, c'est pas comme ça, on pouvait faire autrement. Donc voilà, c'était un style de pensée qui faisait qu'évidemment il avait tout le monde sur l'orable. Ça, c'était effectivement bien fait pour ça, quoi. Bon, ça le faisait rire. Mais voilà. Indépendamment des questions de fond, voilà, de l'emprise de Sartre, de l'emprise qu'on évoquait de Foucault, cette manière qu'il avait de reprocher aux intellectuels d'ignorer en réalité le fait que le plus souvent ils parlent d'un point de vue intéressé au fond, hein, en ignorant ce qui se passe vraiment dans le monde social parmi les gens qui, contrairement à eux, ne sont pas déliés des obligations de travailler de ses mains ou de travailler dans la production économique pour subvenir à leurs besoins. Toutes ces façons qu'il avait de montrer que la posture intellectuelle est bien souvent une imposture, pour reprendre le genre de jeu langagier qu'il affectionnait, l'a conduit aussi vraiment à remettre en cause le magistère de l'intellectuel, quoi, pas si particulier en France. Oui, c'est vrai. Je pense que une de ses oppositions, voilà, tout à fait caractéristique aussi de son style de pensée, c'était l'intellectualisme qu'il avait pratiqué, évidemment. Il était normalien, philosophe, machin, tout ça, bon. Voilà, quoi. Il disait lui-même un pur produit de ce système, mais il a étudié et en même temps, objectivé. Et en même temps, un anti-intellectualisme viscéral. Intellectualisme au sens de ignorer ce qui se passe en dehors du monde intellectuel. Voilà, et une façon d'être, il disait je déteste en moi l'intellectuel. Voilà, je pense que c'était vrai. Je ne me suis jamais complètement senti justifié d'être intellectuel. Voilà, il détestait cette manière d'être un intellectuel, de voir les choses de haut, de loin, etc. Bon, il n'était pas comme ça. Quoi. Bon, il n'était pas comme ça et il trouvait que c'était une vision fausse ou ethnocentrique
très lié à la position particulière des intellectuels qu'ils ignorent comme telle, ce qu'il appelait la scolée en grec, hein, c'est le loisir studieux, quoi. Bon, c'est position de loisir studieux, voilà, de voir le monde voilà, de haut et de loin, sans que ça porte à conséquence. Bon, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que sont les hommes ordinaires pour qui, ma foi, ils doivent vivre dans ce monde tel qu'il est, quoi. Bon, le pratiquer, pas simplement pour le regarder, mais pour y vivre, quoi. Bon, voilà. Donc cette espèce d'ethnocentrisme scolastique était une des choses, voilà, par exemple, qui le mettait en colère facilement, et qui l'agaçait, quoi. Bon, voilà, et qui tentait, de combattre en lui-même, parce qu'il savait aussi qu'il était concerné, évidemment. Bon, il écrit voilà. Homo Academicus, qui est une étude. Voilà, Homo Academicus, c'est exactement. Hein, ouais. C'est une espèce d'enquête ethnographique sur cette tribu un peu spéciale avec ses plumes. Que sont les universitaires. Voilà, que sont les universitaires. Donc aussi, vous voyez, une façon de s'objectiver soi-même. Hein, c'est pas seulement les autres, mais aussi lui, quoi. Bon, mais c'est violent. C'est violent pour ceux qui sont les objets de cette objectivation. Évidemment, pour ceux, on n'aime pas trop, quoi. On n'aime pas trop être objectivé, quoi. On préfère objectiver les autres, quoi. Mais être objectivé soi-même, en général, on n'aime pas beaucoup, quoi. En tout cas, on n'a pas l'habitude. Bon, voilà, on peut l'apprendre, je pense. Voilà, avoir été à l'école de Bourdieu, c'est avoir pris l'habitude, quoi. Faire un truc réflexe, de dire, bon, à chaque fois que j'ouvre ma gueule, j'essaye de réfléchir à d'où je parle, quoi. Bon. Voilà. Alors, si on reprend le fil, finalement, de votre itinéraire avec Bourdieu, vous avez travaillé avec lui dans quel cadre à partir de ce moment-là? À partir de la publication de cet article sur les loupards dans Actes de la Recherche, donc au début des années 80? Alors, écoutez, j'avais eu pendant longtemps des rapports très informels avec lui, mais de plus en plus serrés. Il téléphonait beaucoup, Bourdieu. Voilà. C'est un grand usager du téléphone, en général le soir ou le week-end. Voilà, on pouvait passer 2 heures, 3 heures au téléphone pour parler du monde comme il va, ou bien de tel article qu'il avait lu récemment, sur lequel il voulait avoir un point de vue autre que le sien. Voilà. Donc oui, on parlait souvent au téléphone. On parlait politique aussi. Bon, on parlait politique de plus en plus, à vrai dire. Est-ce qu'il a cru à la gauche de gouvernement? On sait qu'à un moment donné, maintenant avec l'affaire polonaise, avec Foucault, il commence à protester contre le comportement des gouvernements Mitterrand. Oui, moi je l'ai connu de plus en plus. Il avait été sans doute un soutien global comme ça de l'Union de la gauche. Bon, voilà, il était pour. Hein. Et je pense que voilà, on peut raconter moi la période où je l'ai connu, où je l'ai pratiqué, comme un désenchantement progressif, vous voyez, de plus en plus rude, de plus en plus brutal, jusqu'à 95 effectivement. Et cette espèce de manifeste qu'on avait écrit ensemble, je me souviens, ça s'appelait Pour une gauche de gauche. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Face au soutien des intellectuels de gauche qui sortent du placard en quelque sorte et qui soutiennent des mesures de droite, dans un programme néolibéral qui est encore mis en œuvre, mais que Juppé déjà essaye d'imposer. Voilà, donc c'est à ce moment-là, 95, c'est vraiment le moment d'un basculement public. Le privé, il est plus ancien, mais c'est une espèce de désenchantement, de désillusion, de sentiment que cette gauche s'est ralliée au programme néolibéral qu'avait commencé à mettre en place Giscard et Barre. Parfois, voilà, quoi, ils ont, après quelques tergiversations, jusqu'à 83, d'ailleurs, c'est facile de dater. Oui, le fameux tournant de la rigueur. Oui, le fameux tournant de la rigueur, et donc aussi le renoncement à tout le programme qui avait été le programme de l'Union de la gauche, le retour machine arrière toute, on privatise ce qu'on avait nationalisé, etc. On libéralise les marchés, enfin bon, tout ça au nom de l'Europe, quoi. Bon, l'Europe est à la couverture. Mais ça lui prend un certain temps quand même avant de réaliser ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement généralisé de démantèlement des services publics, de démantèlement de l'État social, auquel prennent part pleinement les gouvernants pseudo-socialistes. C'est seulement dans la première moitié des années 90 finalement qui tirent les conséquences de tout ça. Je crois, on pourrait dire ça. Enfin, comme beaucoup d'ailleurs. Je sais pas, mais je pense qu'en tout cas publiquement, clairement. Quoi. Bon, 95, c'est le moment où voilà, il dit on ne veut plus se taire, il faut le dire, quoi. Bon, il faut le dire, il faut les rappeler à l'ordre, il faut les critiquer, machin, etc. Quoi. Bon, donc, qui va accepter, par exemple, non sans difficulté. Je me souviens, par exemple, ce petit livre Raison d'agir sur le décembre des intellectuels français, où il y a les 2 pétitions. La pétition il fait une analyse de ce qui s'est passé précisément à ce moment-là, entre les intellectuels. Voilà, moi j'ai été un des maîtres d'œuvre de cette enquête qu'ont faite à cette époque-là Frédéric Le Baron, Julien Duval, Dominique Marchetti, Fabienne Pavie, ils sont 4, et Christophe Gaubert. Oui, voilà, ils étaient 5. C'était des gens, des plus jeunes que moi, mais que j'avais beaucoup incité à faire ce travail et soutenu dans cette entreprise.
Et bon, ils font ce petit livre, voilà. Une sociologie du soutien des voilà, intellectuels, voilà, soit au plan Juppé, voilà, soit voilà, à la résistance au plan les Juppé. clivages dans le champ intellectuel, les clivages proprement politiques au sein du champ intellectuel. Comment est-ce qu'on peut essayer d'en rendre compte, etc. Bon, voilà. Donc c'était ça l'idée, quoi, faire de la sociologie de ce clivage qui s'est passé, bon, dont on était partie prenante, évidemment. Et c'est assez violent, puisqu'on voit que ceux qui soutiennent le plan Juppé ouais, sont en réalité fidèles à leur classe et pas du tout ouais, à des engagements intellectuels. Voilà, c'est un peu rude, quoi. Bon, c'est vrai que c'est un peu rude. Alors, il hésitait un peu. Hein. Je me souviens quand ils ont eu fini ce truc, j'étais tout seul à le soutenir. Dans son entourage proche, j'étais le seul à soutenir publier ce truc-là. Je disais, bah non, c'est conséquent. C'est tirer les conséquences de ce qu'on a fait. Bon, bah voilà, on assume. Hein. Voilà. Donc, il avait hésité, je me souviens. Oui, quand même, il disait, voilà, bon, on va passer, me voilà en guerre. Et je me souviens qu'il était un peu hésitant, mais bon, finalement, j'ai remporté le morceau. Je me souviens, c'était un peu rude, mais enfin bon. Et il a décidé de publier ce petit livre qui était bon, une manière, vous voyez, de constater finalement le clivage tel qu'il s'était creusé, et de façon sans doute passablement irréversible, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Pas tous, peut-être, mais bon. La collection dans laquelle ce livre paraît, c'est une collection Raison d'agir, je crois, de la maison Raison d'agir, qu'il a fondée lui-même, si je ne me trompe pas, de petits livres d'intervention justement qui correspondent à cet engagement politique. Oui, alors ça c'est l'après 95, l'après 95 immédiatement, où on se dit, voilà, où on se dit au téléphone, machin, etc., où avec Frédéric Le Baron, beaucoup et moi, on va être des pouces au crime, quoi, en quelque sorte, l'incitant à créer cette association 1901 qui s'appelle Raison d'agir, et qui voilà, se mobilise pour produire d'abord ces petits livres d'intervention sociologique en politique. L'idée, c'est au fond d'injecter de la sociologie dans le champ politique. L'un des livres les plus retentissants, c'est celui de Serge Halimi qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de garde, qui montre de manière drôlatique la corruption généralisée du monde des éditorialistes et des intellectuels français. C'est un jeu de massacre terrible qui reprend... C'est terrible, cruel, mais bon, drôle et bien fait, quoi. Aussi très sérieux. Et c'est un best-seller, et évidemment, ça déclenche une colère terrible dans les milieux journalistiques. Les médias sont fous, quoi. Bon, quand on publiait ça, bon, déjà, il y avait eu sur la télévision de Bourdieu soi-même. Le premier avait été... Le premier, c'était sur la télévision. Cette analyse. Juste après Les Chiens de garde de Serge Halimi, bon, c'était la haine, quoi. Bon, c'était vraiment la détestation. C'est-à-dire qu'il pose le problème central pour lui de l'état des médias. En disant que c'est absolument décisif politiquement et qu'il y a une emprise désormais absolument terrible et délétère. Bah oui. Poser la question, si vous voulez, des luttes symboliques. C'est évidemment être confronté avec les médias, parce que voilà, c'est ceux qui sont présents, qui ont les moyens d'intervenir efficacement, c'est les médias. Donc bon, on se les prend en pleine tronche, quoi. Et montre que ce sont des instruments de domination qui sont faits pour empêcher, y compris avec les intellectuels médiatiques qu'ils promeuvent, qui empêchent des analyses qui font ressortir les perdants et les gagnants, les effets de domination au profit du néolibéralisme. Bah oui, donc c'était vraiment impardonnable, quoi. C'était perçu comme impardonnable. Donc bon, ça nous a bien fait rire, mais en même temps, c'était un peu rude quand même. C'était un peu difficile. Puis aussi, il y avait quand même l'idée de tenter de se faire entendre quand même, mais c'était bon, pas si facile que ça, quoi. C'était même carrément difficile. J'ai quelques souvenirs cuisants, quoi. Bon, à la matière, oui, donc vraiment difficile, quoi. Bon. Enfin, non, je ne veux pas le citer, mais enfin, Vous voulez pas le citer? Vous voulez pas citer quelqu'un? Avec Edoui Plenel, voilà, avec Edoui Plenel, par exemple, que je connaissais personnellement depuis très longtemps parce que nos filles étaient amies, etc., et qui était à l'époque qui était directeur du Monde. Voilà. Oui, avec Alain Minck et Colombani, qui s'est engagé dans une forme de domination des actionnaires, alors que jusque-là, le Monde était indépendant. Une rencontre avec lui. Ah oui. Bon, j'ai organisé la rencontre entre Bourdieu et Plenel, donc se retrouver à côté de l'Institut du monde arabe, dans un resto par là, c'était terrible, c'était vraiment... on se fout sur la gueule, quoi, carrément, quoi. C'était vraiment hard, quoi. Ils se sont pas entendus? Ah non, pas du tout. Et c'était à quel moment ça? C'était avant 95 ou après? Un peu après. Un peu après. C'est un moment de rupture vraiment où il se retrouve un peu seul. Ah oui, en tout cas, le seul intellectuel de très grande envergure. Plenel à l'époque, c'est Colombani-Main. Voilà, quoi. C'est pas, pour Dieu, c'est pas supportable, quoi. Voilà, c'est littéralement pas supportable. Bien que, bien sûr, il ait sa fibre d'ancien trotskiste, machin, etc., qui était prête à agiter à tout instant pour dire non, mais je ne suis pas celle que vous croyez. Mais bon, voilà, quoi. Le problème, c'est que confronté, je sais pas, à la pratique.
on fait pas, on publie ou on publie pas, on le met au milieu du journal dans un petit machin, ou bien on le met sur la une. Bon, voilà, c'est par rapport à des choses comme ça qu'il y avait la baston. Hein. Et il y a eu une hostilité terrible ensuite de la part du Monde une hostilité très à l'œuvre de Bourdieu, à ses engagements et à ses travaux. Terrible. Un peu systématique, il faut bien le dire. Alors, c'était l'époque où Le Monde avait pris fait et cause pour la candidature d'Édouard Balladur à la présidentielle. Et puis finalement, ça s'est soldé quand même par le départ d'Edwy Plenel, qui a considéré que peut-être que les choses étaient allées trop loin. Bon, il a fini par un cas exit lui aussi. Mais enfin bon, voilà quoi. C'était aussi, à cette époque-là. Je me rappelle que bon, c'était un peu hard, quoi. La confrontation, c'était vraiment dur, quoi. Donc c'est un exemple, si vous voulez. Je veux pas jeter la pierre sur Plenel, hein. Il y a pire que lui, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, ça indique bien, à mon avis, c'est révélateur, je dirais, de ce qu'on évoquait, quoi. C'est un certain style d'intervention, d'intellectuel critique autonome, c'est important. Hein. Voilà. Pas un intellectuel de parti, hein, non, c'est nous on fait de la sociologie, bon voilà, on intervient au nom de la science, bon, voilà, on essaye en tout cas. Bon, et bah on a fait la preuve par les faits que c'était inaudible, inacceptable. Bon, d'une certaine façon c'est amusant, mais en même temps ça l'est pas du tout parce qu'on se dit bon voilà, bah oui, mais on perd quoi, on perd tout le temps quoi. Bon voilà, c'est le jeu de à tous les coups on perd quoi. Et bien sûr c'était bon, Bourdieu avait son capital propre, son capital symbolique propre qui faisait que bon, il pouvait s'imposer quand même. C'était difficile de lui refuser un article quoi, parce qu'en général parce que ça faisait vendre. Bon, donc il y a aussi des considérations un peu vous voyez, pédestres comme celle-là, mais enfin qui existent. Mais sans Bourdieu. Bah voilà quoi. On continuait ce petit jeu-là, on essayait, hein. On essaye encore d'ailleurs, on continue comme on peut, mais enfin voilà, avec un écho à peu près égal à 0 quoi. Enfin il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour continuer parce que c'est assez désespérant, c'est vrai. Mais finalement, il a été quand même amené justement à partir de 95 à prendre cette fonction dans le champ intellectuel et politique qui ressemble quand même beaucoup à une fonction sartrienne, ou ensuite foucaldienne, dont pourtant il a voulu se défendre, puisqu'il détestait les maîtres à penser, hein, il détestait les usages comme ça abusifs de l'autorité symbolique suivie aveuglément par des dévots. Il n'empêche que ce capital symbolique dont il disposait lui-même, il s'est résolu à l'utiliser. Alors, pas de la même manière peut-être que Sartre ou Foucault, mais enfin... il y a une tension, je dirais, entre deux trucs. Initialement, l'idée... d'agir, c'était très la conception de Foucault de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire on intervient sur ce qu'on connaît. Et non pas l'intellectuel général comme l'était encore Sartre. L'intellectuel total, comme ça. Bon, au départ c'est comme ça, puis après ça dérape quoi. Bon voilà quoi. Hein, après on dérape, c'est-à-dire qu'au début on intervient sur des trucs sur lesquels on a travaillé, donc c'était l'idée de constituer, vous voyez, raison d'agir, c'est ça, intellectuel collectif autonome. L'intellectuel collectif, il insistait beaucoup collectif, sur cette c'est important parce que bah oui, parce que voilà, personne n'est omniscient, hein, donc voilà, on essaie pour la réflexivité, neutraliser les effets. Voilà, c'est mieux de pouvoir discuter. Hein. Bon, c'est pour mieux de pouvoir discuter entre soi et pas être toujours d'accord. Bah oui, mais c'est intéressant quoi. Bon. Correction mutuelle finalement. Voilà, exactement. Donc c'était assez ça, ça a été assez ça. Hein. On a essayé de faire fonctionner comme ça. Bon, comme on a pu, mais enfin bon, pas si mal que ça, je crois. Bon, en tout cas au début quoi. Bon, voilà. Donc il y a. Voilà, il y avait donc d'une part ça, mais bon, une espèce de logique qui finalement vous entraîne, vous voyez, à aller au-delà. C'est-à-dire que quand je sais pas, par exemple, je me souviens d'un petit texte que j'avais écrit sur le mouvement des chômeurs à cette époque-là. Vous voyez, le mouvement des chômeurs. J'ai écrit un petit texte sur le mouvement des chômeurs. Bon, il se trouve que j'avais un peu travaillé sur ces questions-là. Hein. C'est Bourdieu qui a trouvé le titre. Des actions des chômeurs flambent, je me rappelle. Les actions des chômeurs flambent. Ouais, c'est joli titre. Bon, voilà, alors, on fait ça. Bon, là, on est encore, vous voyez, au bord de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire que bon, le chômage, oui, je connaissais un peu la question, quoi. Bon, j'avais travaillé là-dessus. Entre l'engagement, le travail sociologique et l'engagement, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc la question était comment se fait-il que des chômeurs qui voilà sont dans la panade, n'ont pas de vision de l'avenir et de le plus immédiat, arrivent quand même à se mobiliser politiquement, ce qui n'allait pas tout à fait de soi. Donc c'était ça la question qu'on posait, une question sociologique un peu compliquée, c'est comment comprendre dans le cadre de notre propre sociologie comment c'est possible. Bon, voilà, c'était un petit peu ça, mais de toute façon un peu, c'est un texte assez court, quoi. Ça faisait 3 feuillets, quoi, ou 3. Bon, voilà. Mais bon, donc voilà, c'est un type d'intervention de ce type-là. Alors, je dis celle-là parce que je m'en souviens. Voilà, mais une autre du même type, mais formellement du même type, pour une gauche de gauche, où là on se paye
Jospin, Schroeder et compagnie, quoi. Bon, on peut pas dire que bon. Voilà, là, c'était plus du travail sociologique. Non. C'était clairement de l'engagement. Non, c'était un constat. C'est un engagement raisonné, quoi. C'est un engagement politique raisonné directement dans le champ politique. Là, pour le coup, on met les pieds dans le champ politique et on me dit, voilà, bon, vous avez trahi ce que vous prétendiez être. Vous n'êtes plus ce que vous disiez, ce que vous dites que vous êtes. Bon, voilà. Non, on le montre hein, quand même. Enfin bon. Vous voyez, on déborde là pour le coup le champ de l'intervention proprement sociologique, où on est plus près effectivement d'une intervention du type intellectuel total, quoi, comme Sartre, comme Sartre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui est vrai aussi d'ailleurs, c'est que c'est la complexité du personnage Bourdieu, qui était sans doute, je crois, aussi traversée perpétuellement entre une espèce de pessimisme de la raison sociologique et un optimisme de la volonté politique. Je dirais qu'il y avait cette tension en lui qui était toujours présente, l'une freinant l'autre ou l'une entraînant l'autre. On avait toujours à se débattre avec ça. C'est marrant parce que aussi, si je devais le caractériser politiquement, c'est vrai qu'il était, comment dire, rationnellement social-démocrate, on pourrait dire quoi. Bon, voilà, en faveur je sais pas comment dire, d'un capitalisme régulé avec un État social fort, machin, etc. Voilà. Il ne croyait pas à la collectivisation des moyens de production. Non. C'était pas un révolutionnaire. C'était pas son truc, ça. C'est pas un révolutionnaire au sens marxiste classique du terme. Non. Il n'a jamais été comme ça. Il n'y croyait pas. Il n'a jamais été. Non, il n'a jamais cru à ça. Ça, je crois. On peut dire ça. Ce qui ne l'a pas empêché de se retrouver en même temps très engagé contre le système. En même temps, ce qui est très drôle, c'est qu'il avait aussi des espèces de pulsions anarchistes. Il était anard, mon Dieu. Il avait un aspect anard, quoi, très profond. Ça le faisait beaucoup rire, quoi. Voilà, là, un certain type d'insolence. Vous voyez, il aimait déstabiliser ça le faisait l'ordre, quel qu'il soit. Voilà, déstabiliser l'ordre. Il est contre l'ordre, quoi. Voilà, dans ce sens-là, on peut dire qu'il était assez anard, quoi. Donc, il avait aussi ces deux aspects, lui, en même temps. Bon, il disait, pour Dieu, tu déconnes, arrête, quoi. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Bon, voilà. Mais en même temps, voilà, il ne pouvait pas résister à certains moments à d'autres trucs comme ça. Donc, vous voyez, bon, voilà, c'est un personnage compliqué, quoi. C'est pas le décrire simplement, y compris politiquement. C'est vrai sociologiquement, c'est un personnage compliqué, mais politiquement aussi. Voilà, c'est un personnage traversé par des tensions qui faisaient qu'il était parfois comme ci, et parfois comme ça, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Bon, voilà, ça dépendait, en tout cas, tel que je l'ai vu. Et je me souviens que, d'ailleurs, à la fin de sa vie, moi, pas seulement moi, mais Frédéric Le Baron et moi, qui étions de conseillers politiques, on pourrait dire ça comme ça, très présents à cette époque-là, on a eu des difficultés, quoi. Avec lui, on n'était pas d'accord, quoi. On n'était pas d'accord. Sur quel genre de point? Sur l'aspect un peu anard, un peu mégalo de Bourdieu, quoi. Voilà, c'est l'aspect là pour le coup va-t-en guerre, inconsidéré. Un peu inconsidéré, en tout cas de notre point de vue. Bon, et sur des questions politiques, sur l'Europe, par exemple. Ouais. Bon, voilà, il ne dit pas qu'il fallait construire un intellectuel et collectif autonome européen. Bon. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Libère, avec cette c'était publication. avant ça. Mais avec Libère, ça n'avait pas trop mal marché, mais en plus, ça s'est cassé la gueule. Ça a fini par se casser la gueule, puis c'était déjà lointain. Il voulait ressusciter ça sur un mode anti-néolibéral, etc. Et là, je me souviens que, Frédéric et moi, qui étions mandatés pour mettre ça en place, là, notre intellectuel collectif autonome européen, c'est pas possible. Ça aurait demandé des moyens très importants. Comment on fait ça? On fait ça nous deux, là, mais c'est pas possible, c'est pas faisable, quoi. Et là, on a été discrédité comme étant défaitiste, machin, etc. Je me souviens, voilà, c'était un peu avant la fin, c'était un peu triste, mais voilà, quoi, on essayait de lui faire comprendre et de lui faire entendre que c'était pas du tout du défaitisme. C'était qu'on pouvait pas, matériellement, on n'avait pas les ressources qu'il fallait pour pouvoir faire ça, quoi. Bon, et c'était apparemment il avait du mal à entendre ça, quoi. Je me souviens, voilà, de cette fin un peu triste. Qui se traduisait aussi par, alors, vous voyez, dans l'entourage de Bourdieu. C'est compliqué aussi, vous voyez, c'est aussi quand vous avez un intellectuel, pas souvent un intellectuel, qui dispose à lui tout seul de 10 fois plus de capital symbolique que tous les autres réunis, ça crée des phénomènes, vous voyez, de cours, on pourrait dire, de sociétés de cours. Donc aussi des divisions, comme au sein des sociétés de cours, vous voyez, entre... Des rivalités entre les disciples. Des rivalités entre les ducs et pairs du royaume, voilà. Donc il y avait aussi tout ça, bien sûr. Il y avait aussi tout ça, et on n'y a pas échappé, plus que les autres. C'est une espèce
espèce de loi sociologique. C'est un peu triste, mais voilà. Même quand on est au courant, on échappe difficilement. Pendant ces années 80, ces années 90, vous êtes aux côtés de Bourdieu dans le même laboratoire. Vous êtes au CNRS. Lui est au Collège de France. Enfin, d'abord aux études, puis au Collège de France. Alors, je suis au CNRS, j'y suis toujours, mais je n'étais pas dans ce laboratoire. J'étais dans un autre laboratoire, j'étais au Centre de sociologie urbaine, dont j'ai été le directeur, co-directeur avec Christian Topalov, puis le directeur après lui, que j'ai finalement quitté pour cause de clivage interne au sein de ce laboratoire où j'étais, dont Bourdieu était la pierre d'achoppement. Hein. Voilà, j'étais accusé par mes collègues du Centre de sociologie urbaine de faire basculer le laboratoire vers Bourdieu. D'accord. Voilà. Donc, Voilà. lutte interne. Lutte interne. Bon, alors voilà, j'ai démissionné. Je dis, bon, très bien, quoi. C'est à l'occasion d'un recrutement, hein, un peu de masse. Enfin, bon, je passe c'est souvent comme ça dans les voilà, c'est comme ces ça, circonstances. Quoi. Bon, quand il faut élire quelqu'un, il y a des clivages. Voilà. Donc, bon, du coup, comme j'ai démissionné avec quelques autres, hein, un paquet de gens qui étaient au CSU, qui étaient plutôt de mon côté, bon, on est allé voir Bourdieu pour lui dire, dites donc, on ne pourrait pas venir, on est des chiens, des chercheurs sans abri. Hein. Donc voilà, on a créé une antenne du Centre de sociologie européenne, rue Pouchet où on était, voilà, avec l'aide du CNRS et l'aide de Bourdieu, la active, pour créer voilà, une annexe, en quelque sorte, une antenne dans laquelle j'ai été et je suis toujours. Donc c'était une annexe du laboratoire de Bourdieu. C'était une annexe du laboratoire. C'est devenu une annexe du laboratoire. On a créé une annexe du laboratoire de Bourdieu. Donc après, je me suis retrouvé les 10 dernières années. J'étais institutionnellement dans le laboratoire de Bourdieu avec d'autres. Hein. Bon, voilà, pas mal d'autres. Donc voilà. Ce lien institutionnel est tardif, mais le lien personnel était plus ancien. Et le lien intellectuel aussi, donc, puisque... Et le lien intellectuel, tout à fait, effectivement, cette sociologie bourdieusienne. Voilà, j'ai essayé de la pratiquer, voilà, à propos de différents objets, hein, ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, mais aussi après, plus tard, j'ai beaucoup travaillé sur... j'ai fait une longue enquête sur les pratiques de lecture, voilà, sur la lecture, et à partir de ça, sur un ensemble de pratiques artistiques, j'avais pas mal de doctorants qui travaillaient sur la danse contemporaine, le théâtre, la musique, etc. Bon, voilà. Donc, je me suis retrouvé, voilà, à m'occuper, changer... pas complètement, mais enfin bon, voilà, me déplacer en tout cas hein, dans des domaines d'objets sociologiques au fil du temps. Alors beaucoup, voilà, vers ces aspects-là. Mais bon, alors toujours, voilà, en me trimballant avec ma boîte à outils bourdieusienne, bourdieusienne, voilà, et en essayant de la faire fonctionner sur d'autres objets, ce qui, bon, voilà, marchait plus ou moins bien, quoi. Voilà. Hein, bon. C'est un bilan. Finalement, ce livre, tiré de votre fréquentation, finalement, de la boîte à outils bourdieusienne, oui. En tant que sociologue. Oui, voilà, on peut dire ça, ce livre, c'est ça. Au fond, c'est plus un peu politique, mais pas tellement, quoi. Je l'évoque, mais je ne fais que l'évoquer. C'est c'est un livre théorique, c'est vrai, quoi, un livre de sociologue, un livre de professionnel, d'une certaine façon, hein, où j'essaye d'indiquer, à mon avis, quelles sont les quelques rectifications, voilà. Ouais, rectification, ça me va bien, c'est Bachelard, ça. Rectifier, bon, remettre droit. Chambouler tout, hein, remettre droit, quoi, là où ça, bon. Ouais, c'est un des travers, à mon avis, de la conciliation des opposés. Vous risquez de tordre le bâton dans un sens ou dans l'autre à tel ou tel moment. Voilà. Et à mon avis, voilà, je pense que le principe de ce qui me semble être ce que je critique, en tout cas parfois chez Bourdieu, c'est d'avoir tordu, d'en avoir ajouté, quoi, bon, un peu beaucoup dans un sens, objectiviste en général et très peu subjectiviste, d'avoir tenu pour quantité négligeable la conscience plus ou moins réflexive ordinaire de chacun. Ça ne veut pas dire rétablir la conscience humaniste du sujet humaniste à la Sartre, hein, c'est pas ça. Mais bon. L'idée que les acteurs se font de ce qu'ils font, voilà, ils en ont une. Ne peut pas être rejeté comme on a reproché à Bourdieu de le faire de manière trop radicale, trop objectiviste. Voilà. Il le fait pas tout le temps, mais il l'a fait à certaines fois. Il a eu en tout cas des formules, à mon avis, malheureuses. Bon, voilà, qui, pour le coup, prêtaient le flanc à la critique inutilement. Vous voyez, sans ça, je dis rectification. Moi, je ne prétends pas dépasser Bourdieu, hein, comme certains pensent pouvoir le faire. Je n'ai jamais pensé ça. Je pense mais il y a des trucs... c'est bête, quoi. Oui, si on rectifie un peu, ça va tout de suite mieux. Voilà. Donc c'est vrai pour voilà, la place à accorder à la conscience réflexive ordinaire dans les pratiques ordinaires, des gens ordinaires. Voilà. Bon, et donc cette place, elle n'est pas nulle, elle est constatable d'ailleurs par tout un chacun quand il fait des enquêtes. Il s'aperçoit bien que les gens pensent quelque chose. Ils savent aussi ce qu'ils font dans une certaine mesure. Voilà, ils savent ce qu'ils font dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire qu'ils savent tout de ce qu'ils font, non. Mais pas rien. Voilà, pas rien, et c'est important le pas rien.
Bon, voilà, donc tenir compte de ça, bon, d'une part, et d'autre part, bon, aussi de toutes les conditions sociales qui font que les gens peuvent se trouver confrontés à des situations suffisamment inhabituelles pour eux, pour être amenés à devoir réfléchir, c'est-à-dire à ne pas pouvoir s'en remettre au sens pratique comme d'habitude, où je fais ce qu'il y a à faire parce que j'ai l'habitude, Ouais. je fais ce qu'il y a à faire, je n'ai pas besoin d'y penser, mais sont confrontés parfois, en tout cas dans certains cas, à des situations telles qu'ils doivent, ou en quelque sorte leur sens pratique est pris de court, et où ça convoque quelque chose comme une forme de conscience réflexive, où ils se demandent mais qu'est-ce que je fais là dans ce genre Il doit de- sortir des rails. Et, Voilà, les circonstances les font dérailler, sortir. ouais, qui risquent de faire sortir des rails parce qu'il n'y a plus de rails. Bon, donc on se Et là, demande- il y a des marges de liberté. et là, des marges de choix. réapparaissent des marges de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, quoi, des marges de conscience en tout cas, vous voyez, de pratiques un peu conscientes où on se dit comment faire, qu'est-ce que je vais faire, quitte à d'ailleurs ne rien faire. Mais on sort de l'habitude. En tout cas, l'habitude se trouve remise en cause. Bah, d'une certaine façon, voilà, vous voyez, ça remet en quelque sorte en cause le fonctionnement ordinaire de l'habitus, et donc est susceptible de faire évoluer, de transformer d'ailleurs cet habitus, pour peu que ça dure, quoi, hein, pour peu que cette nouvelle situation à laquelle on se trouve confronté dure, bah, ma foi, voilà, on est amené à modifier, infléchir en quelque sorte ses manières d'être, ses goûts, ses aspirations, son point de vue sur les choses, etc. Donc il y a ça, voilà, qui me semble être une chose importante. Alors, il y a une autre conséquence importante que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est par rapport à la conception très pessimiste, qui me semble exagérément pessimiste de la violence symbolique dans sa deuxième version, pas dans la version ancienne, hein. Il y a deux versions chez Bourdieu de la violence symbolique, je crois, on peut montrer ça. Celle qui était liée aux travaux sur l'école, où finalement la violence symbolique, c'est un autre mot pour idéologie, voilà, on pourrait dire grosso modo. Hein, c'est ce qui essaye d'emporter la croyance dans la légitimité des dominants. Bon, voilà, c'est l'idéologie, ça. Bon. Et puis une vision qui développe plus tard dans les méditations pascaliennes, dans la domination masculine, très très pessimiste, où il dit que d'une certaine façon, il y a une espèce de coïncidence parfaite entre les structures sociales et les structures mentales, telles que finalement on n'arrive pas à penser que les structures sociales pourraient être autres qu'elles ne le sont, parce que on les voit justement dans des structures mentales qui sont décalquées de ces structures sociales. Une vision, voilà. Fixisme, c'est un fixisme qui laisse plus de place aux politiques, qui laisse plus de liberté. C'est paradoxal vu ses engagements personnels. Voilà, alors c'est très paradoxal, d'autant plus au moment où il écrit ça, quoi. Bon, quand il écrit ça, bon, c'est justement le moment où Où il s'engage. Il s'engage dans des luttes symboliques, donc ils font appel à quelque chose comme la conscience des gens, leur prise de conscience éventuelle, etc. Donc, sinon, comment on peut faire ça, quoi. Bon, ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc il y a là, mais ça illustre bien, à mon avis, cette tension dont je parlais tout à l'heure entre, vous voyez, un pessimisme d'une raison sociologique hard et une espèce de volontarisme politique dont ils rendent mal compte. Alors, à mon avis, c'est pas nécessaire. On peut, je crois, vous voyez, conjuguer les deux sans céder à un optimisme débridé sur la conscience révolutionnaire du prolétariat, machin. Bon, on se calme. Hein, non, c'est pas ça, mais c'est pas rien non plus. C'est-à-dire qu'on part pas de rien. Vous voyez, bon, voilà, c'est pas zéro, quoi. Je reviens à cette histoire de conscience réflexive ordinaire. Elle existe, elle est ce qu'elle est. C'est pas extraordinaire, mais ça existe et on peut en faire quelque chose. On peut essayer, en tout cas, d'en faire quelque chose. Il n'est pas vain d'essayer d'en faire quelque chose. Vous voyez, il y a la possibilité théorique, vous voyez, fondée sur une espèce d'inflexion de cette théorie de la pratique, sans la remettre en cause fondamentalement, hein, mais simplement, voilà, lui donner un petit peu de place. Qui existe, je crois. C'est pas ouais, je pense pas que ce soit une fiction de ma part. Je pense que voilà, c'est attesté à travers, je sais pas, un travail d'enquête, voilà, que j'ai pu faire. Et puis aussi à travers l'histoire. Puis à travers l'histoire. Puis aussi, bien sûr, à travers l'histoire, oui. Oui, de fait, il y a de la révolte, oui, il y a de la résistance. Alors, voilà, ça donne ce que ça donne, ça va où ça va. Bon, certes, mais quand même, voilà, on peut pas dire il y en a pas. Donc c'est au fond le sens de ce petit livre, qui est à la fois donc est un livre, voilà, qui est sociologique, théorique même, hein, mais aussi qui apporte la conséquence politique. On peut même se demander ce que la place que les conséquences politiques ont dans cette réflexion théorique. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je me revois renvoyer à mon tout début, quoi. C'est à mon passé militant qui était confronté à ce sujet de Bourdieu et qui avait un peu du mal, quoi. Bon, voilà.
Merci beaucoup, Gérard Mauger, d'être venu nous parler de votre parcours sociologique et votre parcours finalement de compagnon intellectuel et politique de Pierre Bourdieu 20 années durant. Je recommande évidemment ce livre paru aux Presses universitaires de France qui s'appelle « Avec Bourdieu ». Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.